Du coup, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Violetta Montoya, doctorante en hydrologie urbaine au laboratoire déchets, eau, environnement et pollution de l'INSA de Lyon. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter avec Altran de la métropole de Lyon. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter un peu plus. Donc Eric Altran, je travaille à la métropole de Lyon dans une direction qui s'appelle la direction du cycle de l'eau, sur laquelle on gère toutes les problématiques d'assainissement, de cours d'eau et d'inondation. Ok. Donc, je vais commencer par vous introduire avec un peu de contexte et ensuite je vais passer la parole à Eric Altran qui va vous en parler d'un projet de la métropole de Lyon. Et par la suite, je vais parler de comment ma thèse s'inscrit sur toute cette thématique des eaux pluviales. Donc, dans la plupart des villes européennes, nous avons un système unitaire qui accueille les eaux pluviales et les eaux usées dans les mêmes canalisations. Et quand le débit est élevé, par exemple dans le cas de fortes pluies, donc le réseau doit être soulagé et il existe des structures hydrauliques telles que les déversoirs d'orage qui vont être utilisés pour soulager le réseau et pour rejeter des eaux urbaines dans le milieu récepteur. Le problème, c'est que ces eaux rejetées sont fortement polluées. Donc les eaux usées sans traitement sont polluées. Et les eaux pluviales, aujourd'hui, on connaît qu'elles sont aussi polluées car elles ont lessivé tous les polluants de la surface et les amené au réseau et puis ils les ont concentrés. Et ceci peut causer des dommages dans nos milieux récepteurs tels que l'eutrophisation, la perte de biodiversité, entre autres. C'est un système de gestion qui aujourd'hui est insuffisant face aux problématiques actuelles telles que l'urbanisation, l'augmentation de la population ou bien avec le changement climatique, on a l'augmentation des événements extrêmes. Et du coup, on est face à des défis. Aujourd'hui, d'autres systèmes, d'autres possibilités existent, telles que la gestion intégrée des eaux urbaines, qui, au lieu d'envoyer les eaux usées et les eaux pluviales dans le même réseau, et puis qui va aller dans la steppe, et quand celle-ci ne peut plus les accueillir, celle-ci, elle va déverser. On va mettre en place des techniques alternatives partout dans le bassin versant pour ainsi retenir, infiltrer et évapotranspirer cette eau pluviale qui tombe dans le bassin versant et ainsi réduire ce qu'on envoie dans le réseau d'assainissement et pouvoir réduire les déversements. Donc on souhaite passer d'une ville dit entonnoir, donc tout va au tuyau, à une ville qui va percoler et donc qui va infiltrer, à, si possible, une ville éponge qui va tout absorber. Nous avons différents types d'ouvrages de gestion à la source, tels que les noues, les jardins de pluie, des dépressions pour accueillir cette eau et puis l'évapotranspirer. Et en plus de bien gérer les eaux pluviales, ces dispositifs assurent d'autres fonctions, telles que amener de la verdure en ville, amener de la biodiversité, et puis aussi, c'est de réduire les risques d'inondation. Et donc maintenant, je donne la parole à Monsieur Altran qui va nous introduire avec un projet de la métropole de Lyon. Oui, je vais vous présenter quelques exemples de ce qui est fait sur la métropole. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la métropole ? La métropole, c'est 59 communes qui sont regroupées et une collectivité qui a de nombreuses compétences, en particulier une compétence sur l'urbanisme et le cadre de vie. Et dans cette grande compétence, on va trouver toute la gestion de l'eau et des déchets. Donc la métropole, c'est aussi une collectivité qui a des réseaux qui sont essentiellement unitaires, hein, avec tous les inconvénients dont vous a parlé Violetta. Et c'est une collectivité qui, depuis une quarantaine d'années, s'intéresse très fortement à la désimperméabilisation et à la déconnexion de ces eaux pluviales. Donc comment on fait cette déconnexion des eaux pluviales ? Alors ça fait, je vous disais, une quarantaine d'années qu'on s'occupe de ça. Donc au début, ça a été des grands bassins, comme vous pouvez le voir sur la droite de la présentation, des grands bassins qui étaient essentiellement très minéralisés. Et petit à petit, donc, ce type de bassin a évolué vers des bassins un peu plus végétalisés.
Et puis, on est passé, il y a à peu près une trentaine d'années, à cette gestion en technique alternative, à une gestion plus à la source et plus décentralisée, avec des tranchées d'infiltration. Donc, comme vous voyez au milieu, aujourd'hui, on gère à peu près une quarantaine de kilomètres de ces tranchées d'infiltration, des jardins de pluie, comme vous voyez là aussi au milieu en bas, ou des noues végétalisées, où on a à peu près une trentaine de kilomètres. Donc tous ces ouvrages de gestion à la source sont très intéressants quand on veut gérer les eaux pluviales et déconnecter ces eaux pluviales, les endroits où la ville est en extension, donc en périphérie de la ville, ou quand la ville se reconstruit sur elle-même et qu'on va démolir plusieurs hectares, plusieurs dizaines d'hectares dans la ville, et on a de l'espace, on peut faire ces ouvrages-là. Par contre, quand on s'intéresse à la gestion des eaux pluviales dans les centres urbains, historiques, les endroits sur lesquels il n'y a pas de gros projets urbains, donc c'est beaucoup plus difficile de gérer les eaux de pluie. Et ce qu'a fait la métropole, a développé ou repris un concept d'arbre de pluie, donc qui fait partie de la grande famille de ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Alors, ces arbres de pluie, comment cette idée est venue en place? C'est que c'est une observation qui a été faite des arbres en ville, et donc vous pouvez voir typiquement là aussi sur la droite une typologie d'arbres qu'il y a dans la métropole, mais qu'on va retrouver dans de nombreuses villes, je pense en France et en Europe. Donc c'est des arbres qui sont dans un milieu qui est assez hostile et agressif pour eux. Vous voyez, ils n'ont pas d'espace pour se déplacer, et en plus de ce milieu hostile, ces arbres souffrent aujourd'hui de plus en plus de stress hydrique quand on est dans les périodes de changement climatique. Et non seulement ils souffrent de stress hydrique, mais en plus les fonctions hydrauliques qu'on attend d'eux, à savoir favoriser l'infiltration de l'eau ou aider à climatiser la ville avec l'évapotranspiration, ne sont absolument pas rendues. Donc vous le voyez aussi sur la gauche, ou sur les photos, les seuls qui ont les pieds dans l'eau, ce n'est pas forcément les arbres, mais c'est plutôt les gens qui marchent sur les trottoirs. Donc on peut se poser la question de l'intérêt de l'imperméabilisation de nos villes. Donc c'est à partir de cette observation-là qu'on a participé au projet Artisan, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, sur la création de ces arbres de pluie. Alors concrètement, comment on fait? Et donc on va prendre un arbre donc déjà existant qui est sur place, travailler pour la désimperméabilisation et l'augmentation de la fosse de plantation autour de cet arbre. C'est ce que vous voyez sur les diapositives. Un creusement un petit peu du terrain naturel pour le mettre en dépression, un rajout de terre végétale pour pouvoir après faire des plantations, et la création d'une tranchée d'infiltration au niveau du fil d'eau avec un abaissement des trottoirs. Alors, je ne sais pas si... est-ce que j'ai la... pas la flèche, on ne voit pas trop. Donc un abaissement des lignes de trottoir pour emmener l'eau du fil d'eau dans ces tranchées d'infiltration au niveau des pieds d'arbres. Donc l'objectif, c'était d'arriver à s'adapter au changement climatique, lutter contre les îlots de chaleur urbains, arriver à lutter un petit peu contre les inondations pour les petites pluies par ruissellement, travailler sur la biodiversité, puisqu'au niveau des fosses d'arbres, on va replanter de la végétation, et puis améliorer le cadre de vie. Donc, est-ce que ça va être efficace? Alors, pour mesurer l'efficacité, on a instrumenté les arbres, les fosses d'infiltration, les tranchées d'infiltration, pour voir si elles débordaient ou pas. On a mis des tensiomètres au niveau du sol de l'arbre pour mesurer l'humidité du sol, et on a mis des micro-dendromètres sur les arbres. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer concrètement ce qu'on a observé, mais juste pour vous dire, donc sur le premier graphique à droite, on a commencé à mesurer ce qui se passait, les débordements des fosses d'infiltration. Donc, il y a 5 arbres qui ont été mis d'affilée dans une rue, et donc qui ont été installés en fin de printemps et jusqu'en fin de cet automne. Donc, on les a suivis. Et on voit que si les premières fosses en haut du bassin versant déversent quand il pleut, la 5e fosse tout à l'aval du bassin versant ne déverse pas. Donc c'est-à-dire qu'on est arrivé à gérer toutes les pluies qu'il y a eu cet été sur ce secteur-là. Alors on n'a pas eu des pluies énormes, mais on est arrivé à gérer ces pluies. Je vous parlais de retrouver un espace qui était moins hostile pour les arbres. On a mesuré avec la dendrométrie aussi, c'est ce qu'on voit sur la partie du milieu, que les arbres qui ont été réaménagés avec ces arbres de pluie, en arbres de pluie, ont une croissance beaucoup plus importante que les arbres témoins qui n'ont pas été traités comme ça.
Donc on voit qu'on a un effet local. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est cet effet local, est-ce qu'on va le retrouver globalement sur l'ensemble du réseau d'assainissement? Et s'il y a un effet global, est-ce qu'on peut trouver l'optimisation pour la localisation? Donc je laisse la parole à Violetta. Merci Hervé et merci pour avoir introduit pour le coup le projet de ma thèse. Donc gérer l'eau pluviale à la source, c'est très bien, mais la gérer stratégiquement, c'est encore mieux. D'où la naissance du projet Tonic, qui vise à développer un outil d'aide à la décision pour accompagner les collectivités dans une gestion durable des eaux urbaines. Et donc, il est composé de 3 axes. Le premier, c'est le développement d'un outil d'optimisation du degré de déconnexion. Donc, savoir dans quelle partie du territoire on peut agir prioritairement pour réduire les déversements. Le deuxième axe, c'est le développement d'un outil qui va choisir la technologie qu'on va mettre sur place. Et le troisième, c'est d'étudier les conséquences de cette mise en place de gestion à la source. Donc, ma thèse s'inscrit dans le premier axe, qui est le développement d'un outil d'optimisation du degré de déconnexion. Donc, dans ma thèse, je vais élaborer une méthodologie en 3 étapes. La première, c'est d'identifier le territoire qui va contribuer au déversoir d'intérêt et découper ce territoire en plusieurs sous-bassins versants pour ainsi pouvoir identifier quel est le sous-bassin versant qui contribue le plus au déversement. Dans une deuxième étape, je vais établir un modèle hydrologique et hydraulique simplifié qui n'est pas gourmand en données d'entrée pour pouvoir quantifier les flux déversés. Et ainsi avoir des indicateurs qui nous diront à quelle fréquence on déverse annuellement et quel est le volume déversé annuel. Et avec ceci, pouvoir identifier les zones à déconnecter et le taux de déconnexion associé. Donc cet outil est élaboré à partir du cas d'étude du bassin versant d'Écully, dont on connaît le débit et les précipitations à partir des données de l'OTU et qu'il a autosurveillé pendant plusieurs années. Donc, pour le développement du modèle hydrologique, il consiste à avoir comme données d'entrée la pluviométrie et les données d'autosurveillance, donc le débit, et de pouvoir en sortir de ces chroniques des paramètres qui vont pouvoir nous permettre de simuler les flux d'eau ruisselée en surface, les flux d'eau usée et les eaux claires parasites qui vont s'infiltrer dans la surface perméable et puis s'infiltrer petit à petit jusqu'à aller au réseau d'assainissement. Ces flux seront transportés dans le réseau avec un modèle simple qui est le réservoir linéaire et puis qui va permettre d'amener l'eau jusqu'au déversoir d'orage qui va ensuite déverser et nous dire quels sont nos indicateurs tels que la fréquence de déversement et le volume déversé. Donc voici un résultat sur une simulation d'un événement pluvieux où on peut observer les différentes composantes. La composante des eaux pluviales qui est en bleu clair, qui va ruisseler en surface, dans les surfaces imperméables et perméables, et qui va aller dans le réseau. La composante des eaux usées en marron, et les composantes de eaux claires parasites événementielles et eaux claires parasites permanentes. Ensuite, nous avons la modélisation de notre déversement avec un seuil de déversement et la comparaison aux observations avec la courbe en noir. Donc, pour l'année 2007, le modèle prévoit correctement 19 événements sur 26, et ce qui est similaire sur l'année 2008, et 2009 et 2010. Donc, l'objectif, c'est aussi de tester ce modèle sur plusieurs années pour pouvoir déterminer ses performances. Donc, le modèle, il va nous permettre aussi de quantifier la contribution de chaque composante au volume déversé et donc de savoir quel volume est produit dans chaque sous-bassin versant et quel est le volume produit par chaque composante pour ainsi pouvoir déterminer quel est le sous-bassin versant dans lequel on va agir prioritairement et quelle est la composante sur laquelle on va agir. Et
puisque le temps nous est limité, je vais conclure avec les perspectives de ma thèse, qui est d'explorer comment est-ce qu'on va modéliser les déversoirs d'orage complexes, car tous les déversoirs d'orage sont différents. Et comment est-ce qu'on va établir une méthodologie pour identifier les sous-bassins versants prioritaires pour la mise en place de ces stratégies de gestion à la source, et ensuite appliquer le modèle à d'autres cas d'études tels que Vernaison et Figeac, qui ont des données disponibles différentes et qui sont et qui du coup on n'a pas beaucoup de données disponibles. Donc comment est-ce que ce modèle répondrait dans ces cas d'études? Et merci beaucoup de votre attention. Merci Violetta et Hervé. Est-ce qu'on a des questions pour eux? Pardon. Merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais savoir deux choses. La première, c'est pour la métropole de Lyon, dans l'adaptation de la ville pour être une ville éponge, on peut dire. Les plans arrivaient en bout spécifique de quantité d'eau ou de ne pas avoir de déversement. Dans combien de temps et quel est l'objectif précis? Dans combien de temps, je ne suis pas en capacité de vous le dire. On n'a pas de ça. Sur les objectifs, les objectifs, c'est les objectifs qui sont fixés par la directive cadre sur l'eau, hein, où on doit atteindre un bon état d'ici 2027. Donc on n'a plus beaucoup de temps. Et autrement, il y a des objectifs qui ont été fixés sur la déconnexion, la désimperméabilisation par les élus. C'était 400 hectares pendant leur mandat. Voilà. Donc tout ce qui est la désimperméabilisation de l'espace privé, c'est fait automatiquement avec les réglementations et le plan local d'urbanisation, puisque on impose un zéro rejet des eaux pluviales dans le réseau unitaire, sauf dérogation, mais qui sont minimes. Et pour l'espace public, donc c'est sur cet espace public là qui n'est pas soumis au plan local d'urbanisation, où il y a ces 400 hectares à désimperméabiliser sur ce mandat-là. Mais la grosse question, c'est est-ce que ça va être efficace? On perçoit que ça va l'être, mais on n'a pas de données scientifiques, d'où l'importance du travail de Violetta. Et j'ai aussi une question pour Violetta. C'est plus ou moins dans votre modèle, à partir de quelle pluie est-il acceptable avoir de déversement? À partir d'une pluie de quelle période de retour ou de combien de millimètres d'eau est-il acceptable d'avoir de déversement? Donc, à partir du cas d'étude que j'étudie en ce moment, j'ai pu observer que les déversements ont lieu à partir des pluies qui sont supérieures à 20 mm. Mais c'est le cas du déversoir d'orage d'Écully. Après, tous les réseaux d'assainissement et tous les déversoirs d'orage n'ont pas le même seuil. Donc, il y en a qui pourraient être plus sensibles que d'autres, donc qui pourraient déverser avec une toute petite pluie. Et pour le coup, je sais pas. Donc, dans ce cas, je sais que si on arrive à infiltrer toutes les pluies qui sont inférieures à cette hauteur précipitée, on pourra inférieure à cette hauteur précipitée, on va réduire notamment les déversements. Donc, l'étude des données disponibles et des observations sert aussi à déterminer les stratégies qu'on va employer sur le bassin versant. Juste une toute petite parenthèse pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre de déversoirs sur la métropole de Lyon. C'est plus de 2000 déversoirs d'orage, dont certains, on peut le dire, déversent y compris en temps sec. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Ce qui est le cas aussi pour beaucoup de petites villes qui vont déverser en temps sec et dont leur problématique n'est pas que la gestion des eaux pluviales, mais aussi la gestion de ces déversoirs d'orage.
Pour le premier site que vous avez fait, là, vous êtes mobilisé des données de l'OTU. Est-ce que vous allez après sur d'autres territoires, Vernaison et Figeac, où vous dites qu'il y a moins de données? Est-ce qu'il y a d'autres sites de l'OTU qui auraient un fonctionnement hydrologique différent, qui serait intéressant d'analyser pour tester votre modèle sur un autre système qui a un mode de fonctionnement différent, avec des données long terme qui ont été produites? Bon, je vais répondre avec mes connaissances sur l'OTU. Je sais qu'il y a le bassin versant de l'Iseron, mais c'est un bassin versant périurbain. Et en ce moment, on s'intéresse sur les bassins versants urbains. C'est pourquoi on a choisi le bassin versant d'Écully et aussi le bassin versant de Figeac, donc la ville de Figeac, puisque c'est une ville qui est en pleine problématique et qui s'intéresse pas mal sur cette thématique et qui est en train d'élaborer une planification urbaine par rapport à la gestion des eaux pluviales. Oui, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question, mais qui est peut-être un peu plus large que ça, c'est-à-dire par rapport à la déconnexion des eaux pluviales et puis à l'infiltration à la source. Est-ce qu'à l'avenir, il y a une volonté de regarder un peu quel est l'impact sur les nappes et sur la recharge des nappes? Cette volonté, elle est là depuis le début de la gestion des eaux pluviales à la source, hein, et l'OTU a instrumenté des grands bassins, comme je vous l'ai montré au début. Donc, c'est des bassins qui concentrent beaucoup les eaux de ruissellement, donc avec des polluants qui peuvent être relativement importants en flux et en concentration. Et le suivi qui a été fait depuis le début de l'OTU sur les nappes phréatiques montre qu'il n'y a pas de transfert d'une partie des polluants, ce qu'on retrouve, les HAP, les métaux lourds, etc. Donc ça permet de protéger la ressource. Et ensuite, il y a eu d'autres projets micromégas, etc., sur des ouvrages de gestion à la source, qui là aussi nous permettent d'être relativement sereins quant à la préservation des nappes. Voilà. Donc on s'appuie sur les résultats de la recherche pour continuer à avancer de notre côté. C'est un problème de quantité, en fait. Autant on peut voir sur des ouvrages centralisés des choses, autant sur les systèmes à la source. Micromégas en particulier a montré que c'était très difficile à estimer. Alors, oui, de quantifier, mais quand même, micromégas, je ne sais pas, Sylvie, à l'aide. Donc, ça montre quand même qu'on n'a pas beaucoup de pollution là-dessus. Et après, il y a des projets d'instrumentation aussi sur les futurs ouvrages avec des thèses qui vont être mises en place pour faire le suivi. En fait, il y a deux problèmes. Je pense qu'il y a le problème de la qualité et il y a le problème de la quantité. Donc, je pense que c'est un petit peu la question de Florian. En gros, on est en train de changer complètement les modes d'écoulement en ville et en gros, qu'est-ce qui va rejoindre la nappe? Qu'est-ce qui va rejoindre les rivières par écoulement de subsurface? Est-ce qu'on va absorber? On ne va pas tout absorber de toute façon, même si on fait une ville éponge. Donc, je pense que c'était ces équilibres-là que tu remettais en cause et donc la vie, enfin en cause, mais en question en tout cas, et voilà, et qu'est-ce qu'on peut et comment ça peut fonctionner finalement d'un point de vue écologique, tout ça. Souvent la question est posée, mais on est en plein centre urbain de Lyon. Donc de toute manière, il faut se dire que ces polluants, s'ils ne sont pas dans le sol, on va les retrouver dans nos stations d'épuration, pas traités, et dans les cours d'eau, donc dans les sédiments des cours d'eau. Donc la pollution, elle sera toujours là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur la préservation de la nappe, soit c'est important, mais il n'y a personne qui pompe de l'eau directement aujourd'hui sous la ville de Lyon pour faire de l'alimentation en eau potable. Donc même s'il y a potentiellement une pollution de ces nappes-là, qu'est-ce qui va se passer? Les polluants vont partir avec la nappe et vont se retrouver dans les milieux aquatiques, dans les cours d'eau, en première approche. Et c'est ce qu'ils font déjà via les déversoirs d'orage. Donc, d'une solution ou l'autre, je ne sais pas quelle est la meilleure. Voilà. Non, mais c'est des questions intéressantes à se poser, et c'est vrai que c'est des questions sur lesquelles on est en difficulté aujourd'hui pour répondre quand on est interrogé là-dessus, parce qu'il manque un peu de données scientifiques. Pardon, en anglais. Donc,
pour une approche système, c'est pour Violetta, cette question. Donc, l'optimisation demande une compréhension des contraintes. Donc, par exemple, pour les polluants, vous allez vouloir peut-être minimiser la quantité de certains polluants par rapport à d'autres à travers le système. Et vis-à-vis des contraintes, c'est ce qu'on peut contrôler dans différentes zones. Est-ce que vous pouvez parler de ces contraintes en termes de l'optimisation de ces systèmes? C'est intéressant. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Du coup, la méthodologie d'optimisation pour savoir quel sous-bassin versant et où est-ce qu'on va agir, et va se baser sur les contraintes de la réglementation. Donc en ce moment, depuis 2015, la réglementation elle impose une contrainte sur les déversoirs d'orage qui vont limiter la fréquence de déversement, le volume déversé ou bien la quantité de polluants déversés. Et donc nous, on va se baser sur la fréquence de déversement et le volume déversé. Et c'est ainsi qu'on va savoir quel est l'effort qu'on va appliquer sur ces sous-bassins versants pour pouvoir être en accord à cette réglementation. Est-ce que je peux poser une autre question? Donc ça, je comprends. Mais les contraintes, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'argent disponible pour investir dans les arbres à pluie? Est-ce qu'il s'agit d'une contrainte, ce financement? Et cela peut être différent selon les sous-bassins. Est-ce qu'il y a des contraintes comme celle-ci? Alors, moi, je ne vais pas du tout traiter tout ce qui est les contraintes économiques. Cela va être traité en lien avec d'autres projets qui vont quantifier qu'est-ce qui serait mieux en termes économiques, si décentraliser ou bien prolonger le réseau d'assainissement pour comparer ces coûts. Merci. Merci.